Par exemple, pourquoi voit-on toujours les mêmes experts, entre guillemets, sur les plateaux de télévision ? Alors là, il y a une réponse assez simple. Pourquoi on voit toujours les mêmes experts à la télévision ? C'est parce qu'ils répondent quand on les appelle. Le village des intellectuels, c'est qu'ils ont le temps. Bon, ils ont le temps, Platon le disait déjà, la scolée, ça veut dire à la fois le loisir et l'école. Bon, alors ce sont des hommes d'école qui peuvent prendre le temps de réfléchir, d'interroger, de réfléchir sur eux-mêmes, sur les autres, etc. Et de ce fait, ils peuvent rendre explicites des choses implicites. Béguin-Tello, de la place pour les jeunes cerveaux, les jeunes cerveaux, les jeunes cerveaux, les jeunes cerveaux, les jeunes. Bienvenue pour ce 3e épisode de Béguin-Tello, l'émission qui donne de la place aux jeunes cerveaux. Cette fois-ci, je reçois Cassandre Rivray. Elle a soutenu sa thèse en novembre 2022 en sciences et techniques des activités physiques et sportives, plus connue sous le nom de STAPS, à l'université Claude Bernard Lyon 1. Son sujet commence par une phrase entre guillemets « Je ne suis pas là pour danser ». Elle a étudié les carrières et les conditions de pratique de footballeuses en France et au Québec. Pour sa recherche qui a duré 3 ans, elle a interrogé des joueuses de football nées entre 1975 et 2005 et a fait 2 voyages à Montréal. L'originalité de son travail, qui croise la sociologie et les gender studies, est qu'elle a choisi d'étudier principalement les réalités de joueuses amatrices ou semi-professionnelles, qui sont bien plus nombreuses que celles au plus haut niveau. J'ai été admirative de sa capacité à rester calme et lucide, avec même parfois une petite pointe d'humour, face à des constats d'inégalité flagrants qui l'ont elle-même impactée dans sa vie et sa pratique personnelle du football. Cassandre commence sa thèse par un parallèle entre les carrières de footballeuses et celles de femmes dans le milieu du hip-hop. Vous entendrez alors des extraits musicaux qui ponctuent cet épisode. Et ce sont ceux qu'elle a choisis pour illustrer ces différents chapitres. J'espère que vous y serez sensible et que l'écoute de ce podcast vous donnera des réponses à cette question. Comment devient-on footballeuse ? Aussi, je remercie énormément l'université Lyon 1 qui est partenaire de cet épisode. Notamment, un grand merci à Mathieu qui m'a fait confiance pour mettre en valeur des étudiants et étudiantes et participer à la vulgarisation du travail de chercheuse qui l'accompagne au quotidien. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Cassandre. Bonjour Camille. Pourquoi t'être intéressée au football féminin ? Il me semble que tu as aussi une pratique toi-même de footballeuse, pour savoir d'où tu parles. C'est la rencontre de ce que j'appelle de 2 terrains et le fait que j'avais un pied sur chaque terrain justement. J'ai commencé à jouer au foot quand j'avais 7 ans, 7-8 ans peut-être. Donc j'étais la seule petite fille avec une équipe de garçons. Donc il y a beaucoup de choses que je décris dans ma thèse que en fait, j'ai moi-même vécues et connues. Je ne joue plus en club, mais je joue dans une association maintenant. Donc j'ai une carrière d'une 20aine d'années. Et en parallèle, donc, j'ai fait des études qui m'ont amené à prendre conscience de certaines choses, à voir certaines réalités. En fait, c'est vraiment la rencontre de ces 2 terrains, donc un terrain scientifique, scolaire, avec un terrain sportif, qui m'a fait me dire, mais il faudrait que j'ai un sujet de thèse, j'en ai vécu une partie et je crois que j'ai envie de m'intéresser à ça. Tu as choisi un prisme sociologique qui s'appelle le prisme sociologique interactionniste, c'est-à-dire que tu as pris les joueuses que tu as interrogées vraiment au cœur de ton sujet. Et tu as choisi une approche qualitative et non quantitative, c'est-à-dire vraiment partir de leur parcours et de leur récit de vie. Donc toute ta thèse est jonchée de nombreux moments de témoignages finalement que tu mets bout à bout et que tu analyses d'un point de vue sociologique.
Pourquoi avoir choisi ce prisme-là ? Est-ce que les multiples interactions qu'ont les femmes dans leur vie ont un rôle sur la pratique du foot ? Et c'est quoi surtout la sociologie interactionniste ? Alors, effectivement, j'ai pris ce prisme-là de la sociologie interactionniste parce que, comme tu le dis, je voulais étudier en fait les interactions qu'ont les joueuses avec les différentes sphères qu'elles côtoient. Donc j'entends par là la sphère sportive dans le club, mais aussi la sphère familiale, la sphère amicale, la sphère médiatique. Donc dans toutes ces sphères sociales dans lesquelles tout le monde est d'ailleurs, on vit des interactions. Et en fait, moi, c'est ces interactions que j'avais envie d'analyser. Voilà, de manière assez simple, je dirais que c'est ça l'interactionnisme symbolique. Et effectivement, j'ai choisi une approche qualitative parce que pour analyser ces interactions, il fallait que je m'entretienne avec les joueuses. Et l'idée de cette thèse, c'était un peu de raconter une histoire, c'est-à-dire de montrer quel est le parcours, en fait, sont ces multiples joueuses. Alors bien sûr, c'est pas linéaire et toutes les joueuses n'ont pas du tout le même parcours, mais de manière générale, en prenant une multitude de témoignages, essayer de raconter le fil, en fait, qui amène ces joueuses à pratiquer le football. Pour ça, il me fallait leur vécu, leur vie, et ça passe effectivement par des entretiens, donc les rencontrer, leur poser des questions et en fait les laisser parler et me raconter comment elles ont commencé à jouer au foot et ce qui a suivi. La pratique du foot par les femmes s'est développée depuis 2011 très fortement en France. Alors depuis ce temps, il y a quelques travaux qui commencent à émerger de manière quantitative, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je m'appuie pas énormément dessus dans mon travail de thèse. Et l'idée d'avoir une approche qualitative aussi, c'est de donner peut-être un autre regard qu'on peut pas avoir avec le quantitatif. Mais c'était vraiment l'idée d'aller au plus près des joueuses. Et en plus, ce sont des joueuses amatrices pour la plupart. Donc c'est des personnes auxquelles on s'intéresse moins, mais qui pourtant représentent la base et le plus grand nombre. C'était vraiment ça l'idée derrière cette approche. Merci beaucoup. On comprend un peu mieux le contexte dans lequel tu as écrit ce gros travail de thèse. C'est pour mes sœurs qui se démerdent pour être des bombes, petites ou grandes, jolies ou non, on s'en fout que tu sois fine ou ronde. C'est pour toutes celles qui nous représentent, grande gueule ou petit cœur, petite timide, petite Kaira, petite sœur. C'est pour toutes celles qui croquent leur life, qui croquent leur mal, qui fuck tous ceux qui parlent mal, tous ceux qui jappent. À toutes mes sœurs, toutes sans exception, vas-y va chercher le mot, boum boum, mets-leur la pression. Big up, big up, big up, big up. À toutes mes sœurs, big up, big up, big up, big up. La vie est courte et tu le sais, pas le temps de prendre pause, non. Vas-y fonce et pense à ta vie. Big up, big up, big up, big up, big up. À toutes mes sœurs. Big up, big up, big up, big up. À toutes celles qui se sentent seules. Tout le long de ton travail aussi, tu fais un parallèle entre le concept de carrière déviante. Il y a un auteur qui a écrit une théorie sur les carrières déviantes de fumeurs de marijuana. Et tu fais un parallèle avec les carrières de joueuses de football. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors c'est Howard Becker en 1985, si je ne dis pas de bêtises, qui a travaillé en fait sur les fumeurs de marijuana et donc qui a théorisé, on va dire, ce concept de carrière. Il montre qu'une carrière, c'est un processus. C'est-à-dire que c'est un enchaînement de différentes étapes, de différentes séquences, qui fait qu'à la fin, on devient, dans son cas, fumeur de marijuana. Moi, j'ai utilisé cette théorie en montrant comment on devient joueuse de football. Howard Becker, lui, parle d'initiation. Donc voilà, quand on découvre ce qu'est la marijuana, d'apprentissage, comment on apprend à fumer, etc. Et alors, bien sûr, dans des mesures un peu différentes, j'ai transposé ce concept en essayant d'expliquer comment les joueuses sont initiées au football, comment elles sont apprenties footballeuses, ensuite comment elles s'ancrent dans la pratique et à leur tour initient d'autres joueuses et sont des modèles d'apprentissage pour d'autres joueuses. C'est intéressant parce que en faisant ce parallèle, on comprend que être joueuse de foot, c'est un comportement déviant. Howard Becker qui montre justement que ces fumeurs de marijuana sont considérés comme déviants à travers le regard des autres en fait, en les stigmatisant, les pointant du doigt comme déviants, qui font d'eux des sujets déviants dans la société. Et c'est effectivement le parallèle que j'ai emprunté pour les joueuses de football. En tant que joueuse, en tant que femme, quelqu'un qui pratique le football n'est pas nécessairement déviant, mais en fait c'est le regard des autres qui va pointer du doigt ces femmes en leur disant « Ah, une femme qui joue au football, c'est pas normal, c'est une pratique normalement qui est réservée aux hommes. » Ça fait d'elles des personnes déviantes. D'ailleurs, ton travail s'inscrit largement, et on va pas s'en cacher, dans le courant des recherches féministes. On l'a peut-être pas assez dit, mais donc tu fais une comparaison entre la France et le Québec, et notamment Montréal, mais bon, le Québec en général. Et tu fais aussi une comparaison au tout début de ta thèse entre courant féministe français et québécois, qui a pas tout à fait les mêmes enjeux, qui a pas tout à fait la même histoire. Qu'est-ce que toi, tu en as retenu de ces deux courants que tu analyses aussi et qui
On le verra, explique aussi les différentes façons de faire carrière dans le football pour les femmes en France et au Québec. Alors l'histoire du féminisme est longue et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, il y a une influence nord-américaine au Québec et notamment états-unienne qui fait qu'il y a eu une petite longueur d'avance par rapport à la France. J'espère ne froisser personne en disant ça. Les Québécoises ont bien avant les théoriciennes féministes françaises croisé différentes approches. Et notamment l'idée que les femmes ne sont pas un sujet unique, mais sont traversées par des rapports de domination qui sont pluriels, que le sexisme doit être vu de manière plus large avec d'autres rapports de domination comme le racisme, l'homophobie, le classisme, etc. Et de ce que j'en ressors de la théorie et de ce que j'ai vu sur le terrain, je dirais que c'est plus imprégné effectivement au Québec qu'en France quand j'interrogeais des joueuses. C'est beaucoup plus clair dans leur tête que les femmes ne sont pas un sujet singulier et qu'en fait les femmes sont traversées par différents rapports de domination. L'angle que tu as choisi pour étudier ce sujet via une philosophie féministe, c'est le féminisme matérialiste qui a été, il me semble, théorisé par Christine Delphi. Qu'est-ce que c'est le féminisme matérialiste ? Christine Delphi reprend les théories de Karl Marx sur la lutte des classes et sur le capitalisme, en montrant qu'il y a une classe qui en domine une autre. Et donc l'idée du féminisme matérialiste, c'est de reprendre ces théories en les modifiant, pas telles quelles et sans les transposer directement, mais en montrant en fait qu'il y a une domination de la classe des hommes sur la classe des femmes et que cette domination en fait elle est matérielle. L'idée c'est que cette domination matérielle s'effectue à travers une base qui est celle du travail. L'idée que les hommes dominent les femmes sur cette base et notamment sur le travail domestique. Et moi j'ai trouvé ça super intéressant en fait de reprendre cette idée de classe d'hommes et de classe de femmes avec les limites qu'elle comprend sur l'idée que les femmes ne sont pas un sujet unique et que toutes les femmes ne font pas partie d'une même classe. Mais juste de reprendre cette idée de classe d'hommes et de femmes et de voir comment dans le football, en fait, on retrouve aussi ces mécanismes de domination d'une classe sur une autre. Et donc là, la base matérielle, elle est multiple. Ça va être des questions d'accès au terrain de jeu, au vestiaire, d'accès à la buvette, aux collations, aux maillots. Enfin, il y a vraiment plein d'indicateurs différents, mais aussi de représentation médiatique ou de reconnaissance au sein d'un club. Est-ce qu'on va aussi bien traiter l'équipe de femmes que l'équipe d'hommes ? Donc je pense que l'inégalité vient d'un traitement qui est différencié. Manon a l'impression de vexer ses adversaires lorsqu'elle arrête leurs offensives, bien qu'elle soit gardienne. Au collège, Mélanie met mal à l'aise ses camarades quand elle joue au football dans la cour de récréation, car elle transgresse les normes sportives, genrées, bien établies. Judith inquiète ses parents quand elle revient avec les collants troués, après avoir joué au football dans la cour d'école avec ses copains. Viviane provoque le désordre dans la ligue quand elle demande aux arbitres que les joueuses puissent laisser leurs enfants sur le banc de touche afin de pouvoir les garder. Au haut niveau, Annie agace quand elle demande une meilleure prise en charge de ses soins par le staff médical de sa sélection. Élodie énerve les dirigeants lorsqu'elle pointe les manques de dotation du club. De manière collective, les débuteuses dérangent les équipes d'hommes d'un club lyonnais quand elles prennent l'espace pour évoluer sur un demi-terrain chaque semaine. Extrait de la thèse de Cassandre, on n'est pas là pour danser. La France et le Québec, c'est aussi deux systèmes différents. Très clairement, ce que tu expliques dans ton travail, c'est qu'il y a deux façons de rendre accessible le football aux femmes. Au Québec, c'est par le bas, via des initiatives locales au moment de la création d'équipes. Pour la France, c'est plutôt par le haut, c'est-à-dire que c'est des initiatives politiques qui doivent injecter, on va dire, des femmes dans le football, c'est-à-dire les ministères et les fédérations. En quoi ça infuse totalement les deux façons de pratiquer le football en France et au Québec. Alors, je me permets de raconter une petite anecdote. À la base, mon sujet, je voulais faire une comparaison entre la France et le Québec sur les politiques mises en place dans la pratique du foot par les femmes. Et lors de mon premier séjour au Québec, j'ai rencontré différentes personnes de la fédération. Et donc, je leur ai exposé mon sujet. Plusieurs étaient un peu interloqués en me disant « Mais tu sais, Cassandre, nous, on n'a pas de politique au Québec, en fait. » Alors, avec mon système et ma représentation très française, je me disais « Comment ça, ils n'ont pas de politique ?» Et c'est là que j'ai compris qu'effectivement, il y avait deux systèmes différents. Je l'ai illustré dans mon travail avec des pyramides, en fait, parce que je trouve que c'est très représentatif. Donc, il faut imaginer deux pyramides, une où la base est très grande, et donc le bout pointu de triangle, en fait, et l'autre dans l'autre sens.
Donc la première serait celle de la France, où en fait les initiatives descendent de la Fédération française de football, qui divise en fonction des régions à ce qui s'appelle des ligues, et dans les différentes régions, et ensuite divisé dans les départements auprès des comités, des districts. Et donc là, il y a les politiques en fait qui ruissellent, on va dire. Donc les décisions sont prises en haut par une minorité de personnes qui disent, voilà, on va mettre, je sais pas, tant d'argent pour avoir tant de joueuses, et on va essayer de développer la pratique comme ça. Tandis qu'au Québec, c'est très différent. Ça vient, comme tu disais, du bas. Il y a une multitude d'équipes qui sont créées par les joueurs et les joueuses eux-mêmes et elles-mêmes. Il y a une fédération, comme en France, donc il y a une fédération canadienne, il y a une fédération québécoise. Et en plus de tout ça, il y a un système qui est très nord-américain, c'est qu'il y a plein de ligues privées qui existent dans les villes. Des individus possèdent des terrains et en fait disent, bah voilà, pendant 3 mois, je sais pas moi, de juin à septembre, j'organise un championnat, il y a 15 places disponibles, venez, inscrivez votre équipe. Et donc là, imaginons-nous, ensemble, on se dit, bah voilà, on va contacter quelques copines, etc. On va créer notre équipe et on va s'appeler Radio Béguin. Et clac, on crée notre équipe. Et tout le monde va faire ça en fait. Je peux venir aussi en tant que personne, Cassandre, voilà, j'ai envie de jouer au foot, je vais toquer à la porte de cette ligue, dire est-ce que vous pensez qu'il reste une place dans une équipe et ils vont m'affecter quelque part. Ce qui fait que c'est plus simple en fait de créer des équipes et que si on est quelques motivés, on peut trouver un championnat et jouer pendant quelques mois. Et ce qui explique donc qu'il y a plus de joueuses québécoises que de joueuses françaises en nombre finalement. Enfin, un parallèle entre le nombre d'habitants et le nombre de joueuses. Ouais, je pense que c'est une des raisons, pas la seule, mais une des raisons qui permet d'expliquer ça, c'est que l'accès, comme j'en parlais tout à l'heure, peut être favorisé en fait dans ces conditions. Il y a juste le paramètre financier qui rentre en compte, c'est que c'est payant de créer ces équipes et du coup, c'est pas à la portée de tout le monde. Financièrement, ça reviendrait moins cher de jouer en France et de payer une licence à l'année dans un club. Oui, donc c'est vraiment aussi un système nord-américain. Même si au Québec, ils sont francophones, ils sont quand même dans un modèle états-unien, finalement. Tout à fait. Et c'est aussi la particularité du Québec, c'est qu'il y a l'influence historique française, mais aussi très fortement nord-américaine. On va faire un petit détour historique. Tu expliques que la pratique du football féminin se développe pour donc les femmes dans les années 70 en Europe, puis dans le monde via la colonisation. Ce qui est intéressant, malheureusement, on va pas avoir le temps d'en débattre trop longtemps, mais pourquoi le tournant a eu lieu dans les années 70 ? Là, pour le coup, il y a des travaux intéressants de Laurence Prudhomme-Poncet et Xavier Breuil sur le côté historique du football pratiqué par les femmes et son développement. Alors, dans les années 70, en fait, ça se développe pour la simple et bonne raison que la Fédération française de football autorise officiellement les femmes à pratiquer le football. Avant 1970, elles n'avaient pas le droit de jouer dans des clubs. Ça a été formellement interdit sous le régime de Vichy. Et en 1970, ça a été autorisé à nouveau. Ce qui fait qu'à partir de là, les clubs ont pu créer les premières équipes, même si c'est une longue route. Au Canada, c'est aussi l'âge d'or que tu décris aussi dans les années 70, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Alors, il y a quand même une autorisation de la part de la Fédération canadienne de soccer, mais c'est surtout que dans les années 70, il y a le Title IX qui est voté aux États-Unis. C'est une loi qui favorise la pratique du sport par les filles et les femmes, et notamment à l'université, donc le fait qu'il faut donner les mêmes bourses aux garçons et aux filles. De plus en plus de joueuses vont s'inscrire. C'est aussi les années 70, un moment féministe assez fort en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada, et où donc les femmes viennent sur des terrains où elles ont longtemps été exclues, celui du sport. Et donc elles sont nombreuses dans ces années-là à se licencier. Et c'est dans les années 80 au Canada qu'il y a, il me semble, 40% et des pratiquantes qui sont en fait des femmes, ce qui est plutôt énorme. Ça me fait penser parce qu'il faut aussi relativiser tout ça, c'est-à-dire que le football, il faut imaginer pour celles et ceux qui ne sont peut-être jamais allés au Québec ou même aux États-Unis, le football ou le soccer, plutôt comme ils l'appellent là-bas, n'est pas du tout au même niveau de renommée que la France, où c'est presque le sport national, le football en France. Au Québec, c'est plutôt le hockey ou alors le baseball. Je me suis demandé, en lisant ta thèse, est-ce qu'il n'y a pas plus de footballeuses ou de joueuses de soccer au Québec parce que aussi c'est un endroit où les hommes s'intéressent moins puisqu'il est moins populaire aussi. Ah oui, c'est tout à fait ça. Le hockey, c'est le sport national, c'est le sport prisé par tous les garçons, comme un peu nous le foot en France. C'est beaucoup plus simple pour une joueuse au Québec d'aller jouer au foot. On en parlera sûrement d'ailleurs, mais c'est favorisé en fait, c'est encouragé quand on est petite fille. Un des premiers sports qui vient en tête des parents, c'est va jouer au foot. C'est pas le cas en France. Au Québec, très peu de parents disent va jouer au hockey. J'ai d'ailleurs plusieurs joueuses dans les entretiens qui ont voulu jouer au hockey ou qui ont un peu joué au hockey et qui ont rencontré des difficultés similaires à celles que rencontrent les filles qui veulent jouer au foot en France. Donc c'est intéressant, en tout cas, de voir que les femmes vont là où on leur laisse finalement de la place, ce qui en fait veut dire qu'elles n'ont pas leur place partout finalement. Ouais, c'est un peu ça.
Ma fille t'es née dans un monde d'hommes, va falloir se libérer de la norme. Dis-toi que tu peux porter leur froc, mais que les hommes ne peuvent porter tes robes. Alors ce matin j'ai coiffé tes veuches avec des tresses de boxeuse. Ton strabisme de Dalida te rend plus belle que la chanteuse. On va passer à une partie vraiment plus concrète aussi de ton travail. Comment devient-on footballeuse ? Tu parles de sphère, de socialisation à la pratique du football. Est-ce que tu veux les décrire un petit peu ? Ouais, tout à fait. Alors, comment devient-on footballeuse ? J'ai, dans ce travail, essayé d'identifier différentes étapes. Tout d'abord, pour résumer, je dirais qu'il y en a 3 grandes. Il y a tout d'abord une initiation à la pratique du football, développer un goût, en fait, pour ce sport. Ensuite, on s'engage dans le sport, c'est-à-dire qu'on va rejoindre un club, une équipe, et donc pratiquer ce sport. Et ensuite vient une phase de maintien, c'est-à-dire qu'on est footballeuse et on reste dans ce sport. Effectivement, pour cette première phase qui est celle de l'initiation et de découvrir le sport et de développer un goût et d'avoir envie d'y jouer, l'étude des interactions montre qu'il y a différentes sphères en fait qui vont favoriser cela. Et notamment, en France comme au Québec, la sphère familiale. Très tôt au Québec, souvent autour de 4-5 ans, un petit peu plus tard en France, peut-être plus 7-8 ans, vont découvrir la pratique du football par souvent leur famille. En France, souvent leur père ou leur frère, donc les hommes de la famille. Au Québec, c'est plutôt par les parents en général qui veulent que leurs enfants pratiquent une activité physique et sportive et qui leur disent pourquoi pas le football. Donc c'est vraiment la sphère familiale qui a un poids très fort. En France, il y a aussi la sphère amicale qui a un impact mêlé à la sphère scolaire. Les jeunes filles à l'école, dans la cour de récréation, en école primaire, vont être amenées à découvrir le football, souvent à jouer avec les garçons de l'école. Et il y a aussi la sphère médiatique qui a été relevée. Beaucoup de joueuses m'ont parlé du fait qu'elles regardaient les matchs à la télévision avec leurs parents, à nouveau souvent leur père ou frères et sœurs. Plusieurs joueuses m'ont parlé notamment de France 98, de l'Olympique Lyonnais, parce que on est quand même ici à Lyon. Donc l'Olympique Lyonnais a eu un impact certain. Et donc c'est vraiment l'impact de ces différentes sphères qui va amener les joueuses à développer un goût et à les initier au football. L'Olympique Lyonnais donc a un club féminin assez actif où il y a eu un peu d'argent investi quand même et c'est rare dans les clubs français d'avoir investi autant d'argent même si ce n'est pas à la hauteur des hommes évidemment. Et donc elles ont gagné il me semble 8 fois d'affilée le championnat d'Europe, c'est bien ça ? Effectivement, l'OL c'est le club précurseur en France et qui d'ailleurs est très connu au Québec et je pense partout dans le monde. Dans la rue, on peut voir des panneaux publicitaires qui annoncent les matchs. Et tout ça, je pense que ça favorise en fait la normalisation du fait que les femmes peuvent jouer au foot. Et pour faire un clin d'œil à ce qu'on disait tout à l'heure, ce n'est pas être déviant que de jouer au foot quand on est une femme. On comprend bien que la sphère familiale, la sphère scolaire et la sphère médiatique ont un rôle hyper important pour que les joueuses se déclarent comme telles et assument le fait de vouloir faire du football. Comment on s'investit au sein d'un club qui est en fait la première étape formelle des carrières des joueuses ? Comment ça se passe concrètement pour ces femmes ? Alors, je dirais que le premier élément, c'est qu'il faut qu'il y ait un club. C'est ce qui est quand même ressorti dans pas mal d'entretiens avec des joueuses. Et c'est là que le fait d'avoir des joueuses de différentes générations est intéressant. Que les joueuses les plus anciennes, entre guillemets, que j'ai eues dans mon échantillon, ont pour certaines galéré en fait à commencer parce qu'il n'y avait pas de club dans les alentours. Et que c'est compliqué, même si on a des parents bienveillants et aimants, de faire 1 heure de route pour aller à l'entraînement, 1 heure de route pour aller au match le week-end, etc. Le premier point, c'est qu'il y ait des clubs aux alentours. Ensuite, quand il y a des clubs, c'est que ces clubs acceptent les filles. C'est pas toujours le cas et encore une fois, c'était encore moins le cas avant. Mais certains clubs n'avaient que des équipes de garçons. Alors à ce moment-là, soit ils voulaient pas du tout de filles, soit certaines filles étaient réticentes au fait d'aller jouer qu'avec des garçons. C'est vraiment cette question de l'accès qui est prégnante. Il faut qu'il y ait des clubs dans les alentours et des clubs qui puissent accueillir les joueuses. Et là, il y a une grosse différence entre la France et le Québec aussi qu'on peut relever. Au Québec, l'intégration, elle est possible de manière tardive, tandis qu'en France, il faut que ce soit très jeune. Alors, je pense que c'est la principale différence en fait entre la France et le Québec. C'est que la plupart des joueuses au Québec, comme je disais tout à l'heure, ont commencé à 4-5 ans en fait, parce que c'est limite normal en fait quand on est une petite fille d'aller jouer au foot, c'est le sport phare. Au Québec, les enfants vont jouer que l'été au foot. Quand je dis été, c'est de mai à septembre, un été élargi. Ça c'est une raison climatique, c'est qu'il fait trop froid après. Et du coup, c'est sur un temps qui est plus court, et c'est aussi les vacances scolaires, donc c'est plus simple pour les parents d'emmener les enfants.
Et il y a aussi en fait de nombreux clubs et qui jouent en non-mixité, c'est-à-dire que les filles ensemble et que les garçons ensemble. Et ça, peut-être que quand on est une petite fille, ça peut être un peu repoussant à 7-8 ans de se dire je vais être la seule qu'avec des garçons. D'ailleurs, tu parles aussi de la figure du garçon manqué, pas mal dans ton travail. En fait, jouer au football, ce que tu expliques, c'est être hors norme. Comment cette figure de garçon manqué peut être un frein, même pour des personnes qui aimeraient pratiquer ce sport et se dire je vais être considérée comme garçon manqué, notamment en France? C'est ressorti dans plusieurs entretiens, plusieurs joueuses qui m'ont dit qu'elles avaient été stigmatisées, décrites comme garçons manqués. On est montré comme différents, donc on est exposé en fait à tout un type de violence, alors pas forcément physique, mais symbolique, verbale, d'être toujours stigmatisé, vu comme la personne différente. Et en fait, on peut tout simplement se dire ça va être plus simple si je joue pas, que juste je fais comme les autres et que je suis pas sortie du lot et montrée comme étant une personne différente. Tu m'as dit garçon manqué ? J'ai entendu fille manquante. Une fille et garçon raté, un garçon et fille absente. Garçon-fille, je pensais que c'était plié à la naissance, mais ils sont revenus à la charge au début de mon enfance. Courir, taper, grimper, ramper, casser, salir, ces garçons. Mon père le savait pas, il m'a élevé à sa façon. Il voulait juste un enfant confiant, sûr de lui. Il m'a fait faire du vélo sans petit trou et courir sous la pluie. Je le sentais fier quand je rentrais, les cheveux pleins de boue, avec des cratères rougis à la place des genoux. C'est qu'il voulait pas que je m'amuse moins, par peur de trouer mes collants et qu'une peur se surmonte moins bien quand on n'est plus enfant. Après, c'est vrai qu'au terrain vague, je jouais avec des garçons et des papas, mais je voyais surtout des mômes qui voulaient bien jouer avec moi. Alors au sport en primaire, on me mettait avec les garçons. Mais le plus faible des garçons n'allait pas chez les filles, parce que dans mon sens, ce mercato était une distinction, mais que dans l'autre, c'était traiter le garçon de fragile. C'est là que ça a commencé. Les regards et les surnoms. Garçon manqué, je l'ai intégré sans trop me poser de questions, puis l'adolescence m'a appelé frère. Camionneuse ou bien gouine, on demandait à ma mère pourquoi j'avais pas de copine. Tu m'as dit garçon manqué. J'ai entendu fille manquante. Une fille et garçon raté, un garçon et fille absente. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi il fallait trancher, comment le monde se répartissait en une dualité sans interstice, fille, garçon, identité codifiée, fringues, fournitures scolaires séparées au supermarché. Aujourd'hui, j'y suis enfin. La silhouette féminine que m'avait prédit la pédiatre et promis les magazines. Fille manquant à l'appel a fini par pointer, alors pourquoi dans tout ce que je fais on continue à arbitrer ? Je parle fort, avec une voix grave, une voix forte, c'est garçon. Sauf quand ce que je dis, c'est pas trop con, alors là c'est bon, je suis une fille forte en affirmation, une future femme qui devra juste adoucir son ton. J'embrasse un garçon, c'est fille. J'embrasse une fille, c'est garçon. Parce qu'une fille qui aime fille, c'est une contrefaçon, c'est une fille qui fuit par dépit, par phobie des garçons. Trop laide ou trop conne pour attirer les bons. Fille, ne te fais pas l'amour. Fille, on l'apprend. La nuance est faible, mais quand on est fille, on l'apprend. Donc vient le moment où tous les freins dont on a parlé tout à l'heure ont été évacués. Certaines personnes ont encore la motivation de se lancer dans le football en étant une femme. Et après, il y a quand même un énorme enjeu qui est comment se maintenir dans la pratique. C'est ce que tu expliques très bien. En reprenant cette histoire de carrière, d'ailleurs déviante, en disant que c'est un processus et qu'en fait, il y a plein de moments, même si on a une envie, que la sphère familiale suit cette envie et qu'en tout cas, il y a une possibilité de faire du football, il y a plein de moments où les joueuses peuvent sortir pour plein de raisons de ce processus. Dans cette période de maintien, j'aborde notamment la période adolescente, qui n'est pas une période évidente. C'est aussi la puberté, qui parfois n'est pas en adéquation avec les normes du groupe de pairs, P-A-I-R cette fois, où c'est un temps où il y a des normes de féminité qui rentrent en compte, qui n'étaient peut-être pas forcément là durant l'enfance. C'est aussi un moment où un peu plus tard, peut-être un peu après à l'adolescence, il peut y avoir l'université, plein de facteurs qui pourraient éloigner les joueuses de la pratique. J'analyse et je regarde aussi comment ces facteurs permettent aux joueuses de rester en fait dans cette pratique et de continuer. Donc sur l'adolescence, effectivement, il y a eu plusieurs joueuses qui ont fait état de doutes parce que les corps changent, on a des formes, on a plus de critiques de la part des jeunes au collège ou au lycée. Il y a d'autres trucs bien mieux à faire quand on est ado. Mais il y a plusieurs joueuses aussi qui m'ont expliqué que dans cette période adolescente, en fait, le foot leur a permis de s'affirmer.
de développer certaines capacités et compétences sur le terrain qu'elles transposaient ensuite dans leur vie, on va dire. Comment le foot permet de prendre confiance en soi et de se développer. Sur la question de l'université aussi, alors ça c'est pour les personnes qui ont fait des études après le bac, ça concerne bien sûr pas tout le monde, mais c'était assez intéressant ici la comparaison entre la France et le Québec. L'université en France a permis à plusieurs joueuses de continuer la pratique alors que pour beaucoup elles s'en allaient de l'univers familial. Et en fait à l'université il y a une pratique qui est rendue possible dans la plupart des universités en France qui est gratuite ou pas très chère, qui a lieu le soir après les cours, donc qui n'est pas très contraignante sur les week-ends. C'est une pratique qui n'est pas forcément très compétitive, mais qui est plutôt bienveillante et accueillante. Et beaucoup de joueuses de l'échantillon m'ont dit, au moment de l'université, j'ai été dans ces sphères de pratique-là. Ça a aussi permis à des joueuses qui étaient sorties de la pratique à un moment, notamment à l'adolescence, au collège ou au lycée, de revenir en fait, en étant un peu plus grande, un peu plus mature, de revenir jouer. Au Québec, c'est différent, comme aux États-Unis, on peut le voir des fois dans des séries ou dans des films. Un endroit très sélectif où ça favorise en fait les joueuses à haut niveau. Et donc, si on n'est pas une super joueuse de foot, on a très peu de chances de jouer à l'université. Il y a des sélections assez drastiques à l'entrée, donc les joueuses les moins bonnes ne jouent pas à l'université ou jouent dans des ligues bien inférieures, mais du coup qui n'ont pas les mêmes accès, où il n'y a pas autant de matériel, de coach, etc. Par contre, pour les joueuses qui intègrent l'université au Québec, c'est vraiment le haut niveau. Athlète étudiante, comme une joueuse me l'a dit au Québec, il y a vraiment des conditions incroyables qui sont mises en place. Les cours sont aménagés, il y a beaucoup de matériel, des super coachs. Tu parles aussi de la cour de récréation. Ça m'a beaucoup parlé personnellement en tant qu'ancienne petite fille qui me rappelle très très bien de ces grandes cours de récréation en primaire où le terrain de football prend les 3/4 de la place, où avec mes copines on se met dans un petit coin et on a peur qu'on nous envoie des ballons, ce qui arrivait de temps en temps d'ailleurs. Tu expliques aussi dans ton travail qu'on touche le ballon pour la première fois en moyenne à 6-7 ans. Et ça, c'est assez flagrant aussi quand on voit dans n'importe quel parc, quand on se balade en tout cas en France, le nombre de petits garçons de 2-3 ans qui ont un ballon entre les mains, enfin entre les pieds plutôt. Pas toutes les joueuses, mais presque m'ont décrit ce schéma d'une cour, donc on a tous en tête peut-être notre cour de récréation, où il y a cette grosse partie de football en plein milieu et que c'est majoritairement des garçons, si ce n'est à 100%. Et que si on est une petite fille et qu'on veut y aller, il faut être très téméraire et aussi, malheureusement, très forte en fait. Et ça, c'est ressorti aussi dans le discours des joueuses. C'est les meilleures filles qui peuvent avoir le privilège de jouer avec les garçons. Et elles ont intérêt à être meilleures que tous les autres garçons quasiment si elles veulent être acceptées. Alors que le moins bon des garçons sera forcément accepté parce que c'est un garçon. Ce que tu décris, c'est que quand on fait du football, on rentre pas dans les codes de féminité hégémonique, c'est-à-dire les codes de qu'est-ce que doit être une femme, comment elle doit se présenter au monde. Pour reprendre cette histoire de cours de récréation, c'est évidemment éminemment parlant quand on regarde aussi l'espace public, la rue, globalement dans la société. Je trouve que ton sujet est vraiment intéressant parce que il donne un exemple précis de quelque chose qui finalement se fait dans l'espace public naturellement. Ouais, tout à fait. Je pense que le sujet, il se concentre sur un objet, donc le football à une échelle, peut-être une échelle micro, c'est-à-dire interindividuelle à notre niveau, mais de manière plus large, comme tu dis, se reproduisent les mêmes schémas et les mêmes rapports de domination. Dans la féminité hégémonique dont tu parles, il y a l'idée qu'une femme va plutôt être douce, apprêtée, maquillée, des beaux cheveux, elle représente la bienveillance, va plus être attendue d'un homme qui soit fort physiquement. S'il est bagarreur ou violent, ce n'est pas très grave, c'est un garçon. Et en fait, le football rentre dans ce qu'on attend d'un garçon et pas dans ce qu'on attend d'une fille. Ce qui peut aussi d'ailleurs faire souffrir certains garçons qui ne rentrent pas dans ces codes. Et toutes les personnes qui ne rentrent pas dans le code. Tout à fait. Absolument. Tu parles aussi d'un soupçon d'homosexualité dans le football, c'est-à-dire qu'une femme qui jouerait au football est toujours suspectée d'être homosexuelle, donc lesbienne. Oui, ça revient un peu à la figure du garçon manqué, mais je dirais qu'elle arrive un peu plus tard, au moment de l'école primaire jusqu'au début du collège, donc je sais pas, entre 7 et 12-13 ans, on va dire, à une fille qui joue au foot qu'elle a un garçon manqué. Et plus tard, vient d'autres attentes, que l'attente hétérosexuelle, une femme doit être avec un homme. Et donc, une fille qui va jouer au foot, on va lui mettre ce nouveau soupçon et ce nouveau stigmate, c'est parce que les filles qui jouent au foot, donc qui rentrent dans une pratique d'hommes, développeraient en fait les mêmes goûts que les hommes, et comme les hommes aiment les femmes, les femmes aimeraient les femmes. Je la schématise rapidement, mais c'est ça l'idée.
Il y a toute cette phase donc, que tu décris très bien, de l'enfance, de l'adolescence, qui est un moment charnière où il y a beaucoup de femmes qui vont soit quitter la pratique, soit la renforcer parce que c'est aussi un moment où on développe beaucoup son identité propre et soit face au groupe. Et puis donc tu le disais tout à l'heure, il y a aussi le rôle des études qui s'instaure. Alors c'est rigolo parce que au Québec, la compétition est très faible au démarrage et accueille presque tout le monde, tandis qu'en France, c'est plus dur d'y rentrer. Alors oui, déjà pour revenir sur l'université, c'est quand même assez élitiste au Québec et c'est pour ça, dans ce travail, je me suis attachée à ce qu'il n'y ait pas un bon et un mauvais élève où le mauvais élève serait la France en permanence. C'est pas forcément le cas. Et sur le système universitaire, je trouve pour le coup que la France, c'est assez intéressant ce qui est proposé. Il y a plusieurs joueuses au Québec avec qui j'ai échangé et en fait qui du coup ont dû arrêter leur pratique à haut niveau. Donc le Québec est une province canadienne. Il faut savoir qu'il n'existe pas de championnat à l'échelle du Canada. Comme c'est un pays qui est immense, ça serait beaucoup trop compliqué pour les déplacements en fait. Donc les championnats les plus hauts, les plus élevés sont au niveau provincial à chaque fois. Tandis qu'en France, quand même, on a un championnat de division 1, donc national, qui est un bon championnat. Et donc au Québec, le niveau le plus élevé de compétition, ça va être le niveau universitaire. Et c'est aussi un temps qui est restreint en fait dans le temps, c'est 3-4 ans maximum l'université. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fini, à 22-23 ans, il y a une sorte de régression entre guillemets. On retourne à un championnat qui est correct, mais qui n'est pas non plus le plus haut niveau. Donc pour les joueuses qui veulent jouer à haut niveau au Québec, s'agit en fait de partir du Québec. On ne peut pas après l'université. Donc soit les États-Unis, soit venir en Europe, ou alors jouer dans un niveau qui est un peu moins élevé, qui est organisé par la fédération québécoise. Et après, il y a le système qu'on décrivait tout à l'heure de plein de petites ligues différentes, plus ou moins compétitives. Tandis qu'en France, le niveau universitaire n'est pas du tout reconnu, n'est pas à haut niveau, mais c'est du moins un espace qui accueille tout le monde, enfin presque. Et en parallèle, il y a différents niveaux de championnat. Donc en France, il va y avoir le niveau national, le niveau régional et le niveau départemental, qui fait qu'en fonction de son niveau de compétition, de ses envies, de son temps, on peut jouer à un niveau plus ou moins élevé. Tu décris une troisième phase qui est la phase de formation. Oui, il y a des choses auxquelles je m'attendais en faisant ce travail et d'autres un peu moins. Et en fait, ça m'est apparu au fil des entretiens. C'est cette idée qu'à travers le foot, les joueuses développent des capacités et des compétences et elles s'en rendent compte et elles se les approprient et réapproprient. Et en fait, elles s'érigent un peu en formatrices auprès des plus jeunes. Et en fait, les étapes par lesquelles elles sont passées, elles les connaissent et elles vont tenir la main et accompagner les plus jeunes dans cet accès, cette initiation au foot. Une forme de mentorat quelque part un peu. Et oui, un peu, ouais, tout à fait. Et en fait, une fois que les joueuses ont quelques années d'expérience, qu'elles ont connu différents obstacles et décelé aussi différents leviers, elles vont guider celles qui arrivent, leur donner des conseils, alors sans les coacher non plus, mais voilà, les intégrer dans l'équipe. Une de mes dernières questions dans mes entretiens était est-ce que tu as des regrets et au contraire, est-ce que tu as des choses positives que tu retiens de cette carrière de footballeuse ? Et plein de joueuses m'ont vraiment dit en fait grâce au foot j'ai développé telle compétence, voilà, sur un terrain j'arrive à oraliser plein de choses tandis que dans la vie je suis plutôt timide, j'arrive à être un modèle pour les joueuses, c'est une réelle fierté d'apprendre à des nouvelles certaines choses. Il y a vraiment cette idée de formatrice qui est apparue chez plusieurs joueuses. On va essayer de pas s'étendre parce que c'était vraiment pas le sujet principal de ta thèse, mais on va en parler quand même du moment où une très petite minorité de joueuses arrivent à ce stade du haut niveau dans le football et qu'elles sont considérées comme professionnelles. Tu pars du constat que la France et le Canada ont organisé la Coupe du Monde de football féminin en 2015 et 2019 respectivement pour la France et le Canada. Comment on atteint le haut niveau ? Là, pour le coup, la comparaison montre des grosses différences. Au Québec, c'est très bien ficelé. Alors les joueuses, comme on en a parlé, commencent le foot, sont dans un club, etc. Elles vont ensuite, avec leur club, participer à ce qui s'appelle les Jeux du Québec. Donc c'est une compétition qui voit s'opposer les différentes équipes du Québec par tranche d'âge. Là, il va y avoir des recruteurs, recruteuses qui vont observer ces petites joueuses, donc c'est vers l'âge de 12-13 ans, en repérer certaines et les convoquer en fait pour faire partie de l'équipe du Québec. Donc il va y avoir un certain vivier, des étapes de sélection. Ces joueuses vont partir représenter le Québec au championnat canadien, donc affronter les autres provinces. Et à l'issue de ça, généralement, elles sont invitées à rejoindre ce qui s'appelle le CNHP. Donc c'est le Centre national de haute performance.
Pendant 3 ans, elles vont aller dans des écoles qui sont affiliées à ce CNHP et le soir, en fait, faire des entraînements spécifiques pour vraiment se spécialiser dans la pratique. Un peu comme le sport-études ? Tout à fait. C'est un peu la même image que le sport-études. Donc, on crée des jeunes athlètes de haut niveau, en fait. C'est eu un moment assez rude qui a été décrit par ces joueuses parce qu'il y a une très forte exigence, ça amène certaines joueuses à s'éloigner de leur famille, etc. Plusieurs d'entre elles vont intégrer l'université, donc jouer au plus haut niveau possible au Québec. Et ensuite, la dernière étape va être celle de sortir du Québec, comme je le disais. Donc, certaines d'entre elles vont aller aux États-Unis ou alors en Europe. Et certaines sont d'ailleurs venues en France. Donc ça, c'est le côté québécois, donc on voit bien qu'il y a différentes étapes qui s'enchaînent. En France, dans les entretiens que j'ai pas eu un chemin bien ficelé comme ça. C'est plutôt des individualités, en fait, des joueuses qui ont joué jusqu'à 15 ans en mixité, puis ensuite qui ont été repérées par un club et qui ont intégré ce club en première division, ou voilà, qui étaient, j'ai envie de dire, au bon endroit au bon moment. Certaines ont connu des sélections en équipe de France jeune, etc., qui les ont amenées au plus haut niveau. Mais de plus en plus, il existe aussi des centres de formation, des sports-études, des pôles espoirs qui permettent de créer des structures adaptées pour devenir joueuse de haut niveau. Oui, donc tu expliques aussi qu'en France, il y a plus d'opportunités mais moins de structures de formation et qu'au Québec, c'est plutôt l'inverse finalement. Et ouais, c'est tout à fait ça. Et j'en parlais d'ailleurs avec Sylvie Béliveau, donc qui est pour l'anecdote, qui est la première femme à avoir entraîné l'équipe nationale du Canada. Et elle pointait en fait un peu le gouffre qu'il y a à la fin de l'université parce qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de championnat de haut niveau au Québec. Et c'est quand même une réalité assez compliquée à 21, 22 ans, devoir quitter son pays pour jouer au foot, sachant que c'est quand même une situation assez précaire d'être footballeuse de haut niveau. On y vient à cette précarité, c'est important d'en parler. Après ce parcours du combattant qu'on décrit depuis un moment déjà pour arriver à du haut niveau finalement et arriver à faire du football sa profession officiellement, tu décris une très grande précarité des joueuses, qu'elles soient québécoises ou françaises d'ailleurs, avec des salaires faibles, la nécessité de travailler en parallèle, ce qui n'est absolument pas le cas du coup des footballeurs masculins. 3 des 11 joueuses de ton panel n'ont pas eu besoin de travailler seulement. Et ça revient très souvent aussi dans les interviews que tu as faites, que les joueuses disent elles-mêmes, ce n'est pas un métier. Ah oui, alors moi en tant que joueuse, je l'avais déjà entendu un peu, on nous rabâchait footballeuse, ce n'est pas un métier. Ça m'a fait sourire, mais c'est une triste réalité, à quel point les joueuses de haut niveau avec lesquelles je me suis entretenue m'ont dit ça, c'est pas un métier. Et beaucoup d'entre elles sont maintenant coach dans différents clubs, et elles me disent c'est ce qu'on rabâche aux petites, ce n'est pas un métier. Tu le disais, la plupart d'entre elles ont dû travailler en parallèle, ou doivent travailler en parallèle pour celles qui sont encore en activité. Celles qui ne travaillent pas à côté, c'est sur des temps courts. J'ai en tête une Québécoise avec qui je me suis entretenue, qui joue aux États-Unis, qui fait partie de l'équipe nationale du Canada, donc qui a été championne olympique en 2021. Donc c'est vraiment top niveau des joueuses en fait. C'est un cercle assez restreint. Et à côté, en fait, elle continue ses études parce qu'elle me dit qu'à tout moment, elle sait qu'elle peut devoir travailler à côté, que pour le moment, entre l'équipe nationale canadienne qui la rémunère un peu, son club qui la rémunère un peu, elle arrive à vivre décemment. Elle est en colocation, elle n'a pas non plus un train de vie de dingue. Est-ce que tu as des chiffres un petit peu de salaire, par exemple, pour cette personne-là qui serait dans ton panel la personne la plus avancée dans les meilleures conditions possibles de haut niveau? Elle touche, alors elle m'a pas donné de chiffre précis, mais de ce que j'ai compris, je dirais un peu moins de 2000 €, si je mets en euros. C'est en dollars là-bas. Okay. Donc ce qui est en soi assez pour vivre, mais ce qui est dérisoire par rapport au salaire des footballeurs. Ce qui est peut-être la face cachée et qu'on voit pas trop, et on entend les critiques sur le foot pratiqué par les femmes à haut niveau, que c'est moins bien que les hommes, etc. Mais oui, forcément, quand on travaille à côté, quand on doit se lever à 8h pour aller travailler entre midi et 2, on n'a pas le temps de faire une pause déj parce qu'on doit aller à la salle de muscu, on retourne travailler l'après-midi, puis ensuite on s'entraîne le soir. Puis on doit quand même dormir 8 heures parce que être sportif de haut niveau, ça a certaines demandes. Le week-end, elles partent en bus, jouer à 15 heures de route parce que y a pas d'avion pour les femmes. Et le lundi matin, elles doivent retourner au travail. Enfin, c'est tout en fait un rythme de vie qui fait qu'elles peuvent pas produire une performance similaire à celle de personnes qui ne font que ça et qui sont payées des millions pour ça, quoi. Et d'ailleurs, tu parles de cette précarité financière, mais qui touche aussi l'après-carrière, parce que par exemple, les hommes peuvent se dire qu'avec les millions mis de côté pendant ce moment de carrière qui est court, évidemment, ça c'est tous les sportifs et sportifs de haut niveau. Pour une femme, du coup, évidemment, avec 2000 € à peu près au maximum par mois, c'est impossible de mettre de côté et de pouvoir se dire je vais être à la retraite après avoir eu cette période intense de carrière de football. Ouais, alors certaines joueuses gagnent beaucoup plus, je pense notamment aux joueuses de l'OL ou du PSG,
Elles vont avoir des salaires beaucoup plus élevés que ça. Mais oui, effectivement, sur l'après-carrière, et c'est aussi quelque chose qui est revenu systématiquement dans les entretiens avec les joueuses de haut niveau, c'est qu'en parallèle de son métier, de sa pratique, faut penser à après. Ça peut d'ailleurs s'arrêter du jour au lendemain, une carrière, s'il y a une blessure ou quoi que ce soit. Savoir qu'à 35 ans, c'est loin d'être fini, la retraite est loin pour faire un clin d'œil à l'actualité. Et du coup, pas le choix que d'avoir un métier qui est préparé. Et pour ça, c'est soit des études en parallèle, ou si les études ont déjà été faites, avoir des formations, etc. Regarde de quoi elle s'irrite, normal que chaque jour elle milite. On lui demande d'être entière, on lui donne bien moins de la moitié. Inégal et le salaire, ça n'a pas changé depuis des années. On ne cesse de tenir les mêmes combats que dans le passé. Quand est-ce que ça va changer? Est-ce qu'on verra le vent tourner? Tellement de challenges, tellement de barrières, tellement de sœurs appellent à l'aide. Tellement de combats, tellement d'horreur, on est lâché dans l'arène. Tellement de larmes, tellement de non-dits, tellement de femmes jamais guéries. Tellement de drames, tellement de stories, tellement. Elle se demande qui elle est, dans quoi l'a-t-on cataloguée. On va parler de division sexuée du football. Tu as beaucoup étudié l'espace des vestiaires. Là, on peut parler peut-être d'anecdotes très concrètes qui sont hyper parlantes pour tout le monde. Les joueuses sont en quête d'une chambre à soi. Petit clin d'œil à Virginia Woolf que j'ai beaucoup aimé. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est l'histoire de la buvette où, sous prétexte de licence à prix réduit, les femmes ont la charge de faire la cuisine pour elles et leurs adversaires, alors que pour les hommes, la nourriture est achetée. J'ai un tas d'anecdotes comme ça et j'ai pas tout mis. Effectivement, ça c'est une des personnes avec qui je me suis entretenue qui m'a expliqué que dans le club, elles payaient un petit peu moins cher, alors j'ai pas les chiffres exacts, leur licence que les équipes hommes, mais qu'en contrepartie, après les matchs, elles devaient cuisiner donc en amont pour qu'après les matchs, la collation offerte à l'équipe et à l'équipe adverse soit faite maison par les joueuses et donc pas achetée par le club. Donc là, cette anecdote, je ne pouvais pas ne pas la mettre. Elle est vraiment représentative. Ouais, voilà. Du sexisme incroyable. Ambiant, en fait. Mais oui, il y a tout un tas d'anecdotes comme ça. Tu parlais des vestiaires. Plein de joueuses, m'ont raconté quand elles sont les seules filles qui jouent avec les gars, il n'y a pas de vestiaire qui est prévu pour elles. Donc c'est soit la technique de tu arrives déjà changé, soit tu te changes dans la voiture, soit tu trouves un petit coin sur le terrain où tu vas. Enfin, voilà, c'est toute une charge en fait qu'on n'a pas forcément à l'esprit quand on n'est pas dans ce milieu. En fait, c'est une accumulation de petits éléments qui fait que des fois, c'est trop compliqué de jouer au foot. Et il y a aussi l'histoire du maillot. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, alors les maillots, plusieurs joueuses de différentes équipes m'ont raconté qu'en fait, l'équipe des femmes dans le club, donc souvent je dis l'équipe parce que souvent il n'y a qu'une équipe de femmes dans le club. Donc ça, c'est aussi un fait que t'es 14 ans ou 45 ans, tu joues dans la même équipe. Alors peut-être de moins en moins maintenant et moins en centre-ville où il y a plein d'équipes, mais souvent c'est ça. Et donc cette équipe de femmes a souvent l'ancien jeu de maillot des gars. C'est des maillots qui sont 4 fois trop grands, déjà qui sont usés, qui sont vieux, qui conviennent pas. Il y a aussi des moyens humains qui sont moins importants que pour les hommes. Tu parles de l'arbitrage et des entraîneurs et entraîneuses aussi. Il faut savoir que souvent dans les clubs, ce sont quand même des bénévoles qui sont là. Et en fait, pour un nombre d'équipes donné, il va y avoir un nombre de bénévoles en face. Et souvent, ces personnes, donc ces moyens humains, vont être alloués aux équipes des hommes et pas aux équipes des femmes. Donc il va avoir la charge de devoir trouver elle-même un entraîneur ou alors donner ce rôle à une des joueuses. L'arbitrage, c'est pareil. Donc là, les arbitres sont payés en championnat. Mais il y a une pénurie d'arbitres en France dans le football. Et donc, le week-end, les arbitres vont être désignés sur des rencontres d'hommes, mais très rarement sur la rencontre de femmes. Reviennent aussi souvent les anecdotes de l'arbitrage maison, entre guillemets. Quand on est une équipe et qu'on va jouer dans un club, on est souvent arbitré par un bénévole de ce club, et donc qui peut avoir tendance à avantager l'équipe. On comprend bien, après tout ce qu'on s'est dit, que les équipes donc féminines sont vraiment précaires et ont une durée de vie, évidemment, par conséquent, beaucoup plus limitée que celle des hommes. Tout à fait. En fait, c'est déjà pas facile de créer une équipe. Une fois qu'on la crée, il faut trouver assez de joueuses pour la faire vivre. Il faut qu'il y ait des moyens humains, il faut que le club alloue des créneaux d'entraînement, de match, du matériel, etc. Et en fait, c'est ce qui est revenu aussi dans les entretiens, c'est que les équipes ont une durée de vie souvent assez limitée. Il suffit d'un petit élément, un bénévole qui arrête ou 2-3 joueuses clés du club qui s'en vont, qui fait que l'équipe ne tourne plus et donc disparaît. T'as l'air choqué de voir des gosses sur le terrain, ça y est là tu doutes. T'appelles ça du foot féminin, moi j'appelle ça du foot. Les dribblés, les crochets vont casser les reins. On met tout le monde d'accord, on va fédérer. C'est l'étape clé pour achever l'action. La 17 dans l'axe, on attaque, c'est l'heure d'accélérer. Deux jambes comme Henry,
Amandine Battieri. Ouais, c'est comment? Les go sont aux commandes. Deux jambes comme Henri. Amandine Battieri. T'as voulu tester, on t'a mis ça. Et ouais, les filles jouent au foot, on t'a pas dit ça. Sélection féminine. Sélection féminine. Sélection féminine. Si t'as pas de level, on t'élimine. Sélection féminine. Sélection féminine. Sélection féminine. Si t'as pas de level, on t'élimine. On va parler sexisme. La définition du ministère chargé de l'égalité des femmes et des hommes décrit comme une idéologie qui repose sur l'idée que les femmes sont inférieures aux hommes. Ces manifestations sont très diverses, des formes à l'apparence anodine, stéréotypes, blagues, remarques, jusqu'aux plus graves discriminations, violences et meurtres. Comment le sexisme est banalisé sur un terrain de football ? Partout. Déjà, c'est du sexisme ce qu'on vient de décrire, hein, le manque de matériel, pas les mêmes dotations, pas les mêmes entraîneurs, les mêmes arbitres, etc. Il y a aussi toutes les remarques donc, que les joueuses m'ont témoigné. Peu importe l'âge, peu importe l'endroit où on joue, toutes en ont au moins eu une. Qu'on disait tout à l'heure, hein, garçon manqué ou retourne dans ta cuisine, le foot c'est pas pour les filles. Voilà, toutes ces remarques dans les terrains. Sur les accès, le traitement, la reconnaissance, enfin, c'est un peu prégnant partout, quoi. Tu parles beaucoup aussi de violences physiques et verbales à caractère sexuel. Après, je pense que ça arrive dans beaucoup de sports, mais la présence d'hommes au milieu d'équipes de femmes fait que, effectivement, il y a plusieurs joueuses qui ont témoigné avoir eu des agressions sexuelles ou des violences verbales à connotation sexuelle de la part d'un entraîneur, d'un arbitre, d'un entraîneur adverse. Et quelle est la conséquence sur les joueuses des violences sexistes et sexuelles sur les terrains de football ? Déjà des conséquences individuelles et psychologiques. Et au-delà de ça, ça peut entraîner à l'arrêt ou l'abandon de la pratique du fait de se dire c'est mon loisir et en fait pas du tout sécurisant comme espace et je peux pas pratiquer mon sport sans avoir à faire face à ça. Ouais, tu parles d'auto-exclusion, tu parles d'autocensure, absolument. Tout à fait, ouais. Vers la fin de ton travail, tu parles aussi de la, alors je sais pas si je vais réussir à bien le dire, consubstantialité des rapports sociaux. Qu'est-ce que c'est ? Certaines personnes connaissent plus l'intersectionnalité, pas très éloignées de l'intersectionnalité. C'est vraiment l'idée qu'en tant qu'individu, on est traversé par différents rapports sociaux, en fonction de son sexe, de son origine sociale, de sa religion, enfin voilà, en fonction de plein de choses. Et la consubstantialité des rapports sociaux, c'est le fait que ces différents rapports sociaux s'imbriquent et qui fait que dans la classe des femmes, toutes les femmes ne sont pas traversées par les mêmes rapports sociaux. Le fait d'être une femme noire ou une femme lesbienne fait qu'on va être traversé par différents rapports sociaux qui ne vont pas nous conférer la même place et la même position dans la société. Tu différencies aussi les espaces urbains et ruraux. Et ça, c'est très intéressant parce que pour le coup, je pense que ça touche aussi les hommes. Mais donc, évidemment, c'est une barrière de plus pour les femmes. Si on vient plutôt de la campagne ou si on vient plutôt de la ville, pour jouer au football, c'est vraiment des réalités différentes. Il n'y a pas les mêmes accès. C'est-à-dire qu'en campagne, il peut y avoir par exemple un club dans un village. Il suffit que ce club n'ait pas d'équipe de femmes ou n'accepte pas les filles. On va tout de suite être envoyé dans un autre village ou un autre endroit. Et le prochain club peut être super loin. Tandis qu'en ville, il y a plus d'équipes, donc il y a des accès plus simples. Il y a aussi une stigmatisation en fait de la part des personnes qui habitent en ville, le fait d'aller jouer contre des campagnards dits de manière péjorative, qui sont considérés comme moins formés, moins cultivés. Tout à fait. Et peut-être pour revenir rapidement sur le classisme, donc c'est-à-dire le fait qu'il peut y avoir aussi des interactions avec des personnes qui sont de différentes classes, ces rapports de domination donc se retrouvent sur un terrain de football. Alors il y a plusieurs joueuses qui m'ont fait écho de ce classisme. Et il y a aussi des joueuses qui sont issues de villes, mais issues de quartiers populaires, de banlieues. Et en fait, quand elles jouent contre d'autres équipes plus du centre-ville, vont être aussi vues comme des personnes de milieux populaires, agressives, violentes. Et il y a ces rapports de classe qui vont s'opérer. Et au Québec, c'est rigolo parce que du coup, c'est un peu différent. C'est aussi la barrière de la langue entre le français et l'anglais. Les joueuses qui ont joué à haut niveau ou à l'université, qui sont francophones et qui viennent des fois pas de Montréal mais de la campagne francophone, ne parlent pas anglais en fait comme nous, on parle pas forcément anglais. Et donc elles ont été confrontées à cette barrière de la langue et souvent la province du Québec est un peu la province stigmatisée et donc elles ont souvent été un peu en galère du fait de ne pas parler anglais et ont dû dépasser cet obstacle pour s'intégrer.
À l'origine, suis-je la faute et le péché? Disposer de mon corps, vous ne pourrez m'en empêcher. Le misogyne se fabrique, je ne suis pas de la viande. Le sexisme est une mine, j'y ai perdu les deux jambes. J'opte pour la convergence, comme Angela Davis. Le féminisme des blanches, c'est celui qui nous divise. L'émancipation des femmes, ce n'est pas négociable. Le rapport entre les sexes est une construction sociale. Je suis le strass. On arrive à la fin de ton travail. Tu as choisi de dédier ton dernier chapitre aux espaces en non-mixité. Et là, je pense que tu vas avoir envie de nous parler certainement de Les Débuteuses. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet? Déjà, il faut savoir que je suis membre des Débuteuses. C'est une association en mixité choisie, donc c'est-à-dire qui a choisi de pratiquer sans hommes cisgenres. L'asso s'est créée en fin 2018, début 2019. Et en fait, c'est des personnes, donc c'est majoritairement des femmes, qui se retrouvent et qui jouent ensemble tous les mardis soirs. L'idée de l'asso, c'est d'offrir un espace de pratique à des personnes qui en sont éloignées, qui ont vécu quelques passages que je décris dans cette thèse, donc qui ont connu des obstacles à la pratique, qui ont été rejetés, stigmatisés, et donc qui ont arrêté leur pratique. Soit des personnes qui n'ont jamais osé se lancer du fait de tous ces enjeux qu'on a décrits, qui voudraient jouer au foot et qui peuvent le faire dans cet espace. Donc voilà, c'est un mélange de plein de personnes avec des niveaux super différents, c'est très hétérogène, mais l'alchimie opère. Donc tous les mardis soirs, c'est au parc de Gerland, il me semble. Tout à fait. Pour les Lyonnaises et Lyonnais qui voudraient s'investir, on lance un petit appel. Ces espaces en non-mixité, ils semblent vraiment importants et ils ont en plus de la pratique un engagement militant. Et c'est presque une façon de politiser sa pratique, de se réapproprier son corps et les espaces publics aussi. C'est aussi des personnes militantes qui ont lancé ce concept et cette association. Et c'est vraiment, comme tu dis, cette idée de réappropriation. Donc déjà d'un espace public qui est un terrain de foot. Et sur cet espace qu'on se réapproprie, on se réapproprie aussi nos corps. Et juste pendant 1h30, 2 heures, on va prendre la place, être visible et se défouler et voilà. Au Québec, il y a une autre initiative que tu as mis en parallèle qui s'appelle Trop de Poutine par le Montréalais Sid et qui définit donc cette association comme le soccer chill pour celles et ceux qui comprendraient donc le football tranquille, paisible, apaisé. Et tu parles aussi du développement de pratiques annexes comme par exemple le futsal en France. Futsal, c'est donc du football en salle. Pour Trop de Poutine, c'est une initiative que j'ai découvert au Québec. Alors c'est du soccer indoor, donc c'est-à-dire du foot à l'intérieur. Du futsal finalement. C'est pas vraiment du futsal. Le futsal, ça va être joué sur un terrain de hand un peu, tandis que le foot indoor, c'est du synthétique à l'intérieur. C'est des mini terrains de foot qui sont créés. C'est aussi appelé le five parce que ça joue en 5 contre 5. Sid, lui, a créé un créneau qui est réservé aux femmes à l'intérieur d'une structure où c'est majoritairement des hommes qui jouent. Et sur le futsal, il y a plusieurs joueuses en fait qui m'ont fait part d'initiatives où elles ont créé leur équipe de foot. Je pense que c'est peut-être plus simple parce que ça nécessite moins de joueuses. Au foot, faut être 11 si on veut créer une équipe sur un grand terrain, tandis qu'au futsal, ça se joue à 5, donc un petit groupe, ça se crée peut-être plus facilement et il y a plus d'opportunités de trouver un petit gymnase et d'aller jouer. Pour finir cette petite partie, je voulais quand même citer le Montpellier Football du Peuple, qui est, j'imagine, une association alternative un petit peu comme les Débuteuses, qui a un super slogan, le plus beau des buts, c'est une passe. J'adore leur slogan aussi. On se cachait, maintenant on s'élève. C'est pas vacher sur les clichés qu'on changera les règles. Ils crachaient, maintenant on riposte. C'est pas en restant sans rien dire qu'on changera la donne. On arrive à la fin de cette discussion. Ta conclusion est intéressante parce que tu pars sur la définition de la rage, pour donner une définition un peu intellectuelle de ce qu'est la rage, cette émotion quand même forte qu'on peut ressentir. C'est un état affectif pouvant se manifester par une grande violence verbale ou physique, ou par un silence hargneux fait de colère, de ressentiment ou de haine, qui est généralement causé par un sentiment d'impuissance devant une situation frustrante. C'est le Centre national de ressources textuelles et lexicales qui a fait cette définition. Toi, tu as ressenti la rage dans tous les entretiens durant cette thèse?
En fait, j'arrivais pas à mettre un mot sur ce sentiment que j'ai analysé chez les joueuses. Chacune est différente et l'a exprimé d'une manière différente. Avec certaines, dans les entretiens, on a beaucoup rigolé de situations déplorables et pas drôles du tout. Avec d'autres, c'était beaucoup plus formel, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus prenant. Mais à chaque fois, j'ai ressenti en fait qu'il y avait quelque chose qui faisait que... Alors oui, ces joueuses ont eu une carrière, se sont épanouies, adorent le foot et continuent à jouer au foot. Mais il y avait quand même un sentiment qui existe face à tous ces obstacles, face à toutes ces batailles qu'il faut mener. Et en fait, à force de chercher, et grâce à Kenny Arcana, j'ai compris que c'était de la rage. Et donc, j'ai trouvé la définition parfaitement appropriée. Chacune l'exprime à sa façon. Comme tu l'as dit dans la définition, c'est différent pour chacune. Mais il y a quand même une forme de rage, parce que quelque chose qui pourrait être super simple est en fait super compliqué, on l'a vu. Il y a plein de petits éléments qui font que, mis bout à bout, c'est pas si simple de devenir footballeuse. Ok, on a la rage, mais c'est pas celle qui fait baver. La rage de voir nos buts entravés, de vivre en travers. La rage car ils ne veulent pas que ça change, préférant garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs engins. La rage parce que mes propos dérangent. Vois aux quatre coins du globe la rage du peuple en ébullition. La rage, ouais, la rage ou l'essence de la révolution. Anticapitaliste, altermondialiste, ou toi qui cherches la vérité sur ce monde, la résistance de demain. À la veille d'une révolution. Mondiale et spirituelle, la rage du peuple, la rabia del pueblo. Parce qu'on a la rage, celle qui fera trembler tes normes. La rage, Kenny Arcana, 2006. Merci énormément Cassandre. Est-ce que tu veux conclure un petit peu cette discussion Merci à toi déjà pour cette invitation. On va quand même conclure sur une note positive, je pense. On a parlé là de toutes les difficultés que représentait le fait de pouvoir pratiquer le football quand on est une femme. Mais je ressors quand même de ce travail, de ces 3 années d'études auprès des joueuses, que le football procure aussi des choses assez incroyables. On a parlé de capacité, de compétences, de réappropriation. Et je pense que chez beaucoup de joueuses, ça a permis aussi de prendre conscience qu'on est capable. Et c'est quelque chose qui est beaucoup dit au Québec. Tu es capable, en mode d'encouragement et de motivation. Et je pense que les joueuses qui ont franchi tous ces obstacles et qui ont réussi à pratiquer en ont sorti des choses très positives pour elles-mêmes et pour les autres. Il y a une forme de développement qui a lieu quand même en France et au Québec. J'espère fortement que ça va continuer. Il y a d'autres espaces à investir, on en a parlé sur la fin, de certaines associations qui sont faites par et pour les femmes ou les minorités de genre. Il y a la possibilité de voir le football autrement que ce qui nous est donné à voir dans les médias, un football business très puissant. Et les femmes peuvent s'emparer de cette pratique pour s'épanouir, j'en suis certaine. Merci énormément Cassandre. Merci à toi. If you want